De nouveaux détails ont émergé concernant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky hier à la Maison-Blanche, et si tout cela se concrétise, l'Ukraine pourrait réellement sortir de la guerre en position de force. Le Sénat des États-Unis d'Amérique, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, a finalement procédé à un vote procédural sur le projet de loi concernant de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran. L'importance du moment réside dans le fait que le vote a eu lieu le jour des funérailles du sénateur Lindsey Graham, l'un des co-auteurs de ce document, et juste après une réunion à huis clos des sénateurs avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé aux États-Unis la veille. Le même jour, Zelensky a fait une série de déclarations sur la situation au front lors d'entretiens accordés à des médias américains, sur les plans de la Russie et sur la demande urgente de livraison de missiles intercepteurs Patriot pour ce pays. Trump promet de fournir un paquet d'armes afin que l'Ukraine puisse se défendre pendant l'hiver, et il change également la stratégie de soutien à l'Ukraine dans son ensemble. Bref, examinons dans cet épisode les nouveaux détails de la visite de Zelensky à Washington et ce qui lui a été promis à la Maison-Blanche. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous en serai reconnaissant. Je suis reconnaissant pour chacun de vos abonnements. Comme vous le savez, hier, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés en personne, pour la seconde fois en un mois, puis Zelensky a vu des sénateurs. Pour rester sur le sujet, je souligne immédiatement. J'ai remarqué que les Russes disent que Zelensky est entré à la Maison-Blanche par la porte de derrière. Parce que, soi-disant, c'est l'attitude de la Maison-Blanche envers Zelensky. Je dirais simplement, Vladimir Poutine, votre malentendu en peluche, ne sera même pas admis à Washington, encore moins à la Maison-Blanche. Cette merde-là, on la laisse même pas entrer dans le monde civilisé. Même Trump ne lui parle pas au téléphone, alors qu'il semblait vouloir le faire dès le 8 juillet. Alors fermez un peu vos gueules, voilà. Quand, je le répète encore une fois, quand un Russe va sur Internet, sur YouTube américain, il doit se laver le visage, se coiffer, comprendre qu'il n'est plus dans son troupeau. Il est entré dans le monde civilisé et doit se comporter en conséquence. Pas comme votre ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Non, pas comme ça. Il faut se comporter de manière adéquate, sinon vous n'êtes qu'un déchet. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On jette. Continuons. Commençons par le projet de loi sur les sanctions, car c'est le résultat le plus concret de la journée. Ce document, sur lequel le défunt sénateur républicain Lindsey Graham a travaillé pendant plus de 2 ans, a reçu dans l'espace public le nom de « sanctions infernales ». Ce terme a été introduit par Lindsey Graham lui-même. Cette loi donne au président des États-Unis le droit d'imposer des droits de douane ciblés sur les importations en provenance des pays qui achètent d'importants volumes de pétrole et de gaz russes ou qui aident le Kremlin à contourner les sanctions énergétiques. De plus, Trump peut imposer des droits de douane allant jusqu'à 100%, visant notamment les 5 plus grands importateurs de pétrole russe, y compris l'Inde et la Chine. Le document accorde également à Trump le pouvoir d'annuler ses droits de douane à sa discrétion. Il existe une nuance avec la Chine. Trump pourrait ne pas lui imposer de droits de douane. Comme on dit, pour éviter les conflits, même si la Chine aide les Russes. Il est important de noter que le vote du 29 juillet au Sénat était un vote de procédure. Autrement dit, il ouvre la voie à la discussion du projet de loi dans la salle du Sénat et à l'examen de tous les amendements écrits. Autrement dit, le document doit encore passer par un vote final. Ensuite, il sera examiné par la Chambre des représentants et signé par le président des États-Unis. Donald Trump a précédemment déclaré qu'il soutiendrait cette initiative, mais seulement après avoir insisté pour y inclure des sanctions supplémentaires contre l'Iran, ce qui a été fait. Il y a désormais de fortes chances que la loi soit adoptée. Et voici le symbolisme du moment, comme l'a déclaré Zelensky, je cite, « C'est justement aujourd'hui, jour des adieux au sénateur Lindsey Graham. Au Sénat a eu lieu un vote de procédure sur le projet de loi concernant les sanctions contre la Russie, sur lequel il a travaillé si longtemps et si durement. C'était un honneur d'être présent lors du dépouillement des voix. 86 sénateurs ont soutenu le document. C'est la première étape vers la réalisation des plans de Lindsey Graham et certainement un pas vers la paix. Eh bien, les sénateurs ont invité Zelensky à observer une partie du vote depuis la galerie du Sénat, après quoi il a applaudi et a dit « merci ». Les sénateurs lui ont déjà répondu par des applaudissements. En général, c'était conçu précisément comme une démonstration.
Mais il y a eu un autre résultat important de la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, qui d'ailleurs se trouve déjà en Pologne. Après sa rencontre avec Trump, Zelensky a accordé des interviews à Axios et à Fox News, dans lesquelles il a révélé des détails. Commençons par une évaluation de la situation sur le front. Selon Zelensky, l'initiative n'est pas entre les mains de Vladimir Poutine actuellement. Il a justifié cela par les pertes de l'armée russe, je cite, « En ce moment, Poutine perd 30 000 de ses soldats par mois. Ce sont beaucoup de pertes, mais il ne veut pas arrêter cette guerre. C'est pourquoi l'initiative n'est pas entre les mains de Poutine en ce moment. » Dans le même temps, Zelensky a souligné que malgré la perte de l'initiative, Poutine refuse le cessez-le-feu. Déjà, dans une interview accordée aux médias Axios, Zelensky a donné une analyse plus détaillée des intentions du côté russe. Selon lui, Vladimir Poutine se dirige vers une escalade supplémentaire. Et il pourrait même tenter de provoquer d'autres pays de la région, afin d'obtenir une victoire plus facile à vendre à son public inculte et sauvage. Puisque ça ne marche pas en Ukraine, pourquoi ne pas s'emparer d'un morceau d'un pays voisin, voire même d'un pays de l'OTAN, présenter cela rapidement comme une victoire, enflammer ces Russes mal lavés pour la guerre, et là on peut aussi battre en retraite, reculer un peu et dire « Oh, il y a eu une petite erreur ». L'essentiel, c'est simplement que la société russe soit à nouveau avide de sang et prête pour la guerre. Zelensky a déclaré que la Russie continue de recevoir des armes de l'Iran et construit une infrastructure pour accueillir 30 000 soldats supplémentaires venant de Corée du Nord, qui seront ensuite envoyés combattre en Ukraine. Il a également affirmé que la Corée du Nord fournit à la Russie des missiles balistiques et d'autres armements. Et séparément, Zelensky a déclaré que Vladimir Poutine prend des mesures discrètes pour préparer une éventuelle mobilisation de 500 000 militaires supplémentaires. En ce qui concerne le processus de négociation, le tableau que décrit Zelensky est assez ambigu. Selon lui, les envoyés de Donald Trump, Jared Kushner et Steven Witkoff restent en contact avec les négociateurs russes et ukrainiens, mais la plupart du temps, ils consacrent leurs efforts à l'Iran. L'une des conséquences de la rencontre avec Trump a été la probable visite de Kushner et Witkoff à Kiev dans les 2 prochaines semaines. Ce sera leur premier voyage en Ukraine après plusieurs visites en Russie. Et voilà, Zelensky a dit qu'il voulait discuter en détail avec eux des idées pour relancer les négociations de paix et qu'il voulait qu'ils voient la situation en Ukraine personnellement, de leurs propres yeux. Il a dit que c'est cool, bien sûr, comme l'a dit J.D. Vance. Je vois ce qui se passe en Ukraine à travers les stories et les reels sur Instagram. Mais le mieux, c'est de voir de ses propres yeux comment les missiles russes détruisent les hôpitaux, les écoles, détruisent des immeubles résidentiels, tuent des enfants en Ukraine, tuent des civils, détruisent des centrales électriques, frappent des magasins, des entrepôts alimentaires, et ainsi de suite. Il faut voir cela de ses propres yeux pour comprendre avec quelle bande de sauvages les Ukrainiens ont affaire. Eh bien, d'après les propos de Zelensky, Kushner et Witkoff cherchent toujours à obtenir un cessez-le-feu pour créer un espace pour la diplomatie. Mais Zelensky lui-même reste sceptique. Il ne pense pas que Vladimir Poutine acceptera une pause dans les hostilités. Malgré ce scepticisme et la dynamique actuelle sur le champ de bataille, Zelensky a déclaré qu'il était intéressé par la reprise des négociations de paix avec la Russie. Interrogé sur l'avancée des négociations pour arrêter la guerre, Zelensky a répondu prudemment, dont l'essence est qu'il est encore trop tôt pour parler de réels progrès, car l'attention principale de l'administration américaine est concentrée sur l'Iran. Et voici la question pratique centrale de cette visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis. C'est la livraison de missiles intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne Patriot. Comme l'a déclaré Volodymyr Zelensky lui-même, il s'est adressé à Donald Trump avec une demande urgente de fournir à l'Ukraine ce qu'on appelle un paquet hivernal de missiles pour les patriotes afin de repousser les attaques russes contre les infrastructures énergétiques. Selon lui, d'ici l'hiver, l'Ukraine compte recevoir 300 missiles intercepteurs de missiles balistiques. Zelensky a également déclaré que lors de la réunion de mardi, Trump avait accepté d'accélérer la délivrance des licences pour la production de ces missiles intercepteurs, pour les systèmes patriotes. Mais il a précisé que, même avec l'obtention de la licence pour lancer la production d'un grand nombre d'intercepteurs,
Il faudra de 1 à 5 ans. Selon Zelensky, de tels délais sont inacceptables, car selon lui, l'Ukraine avait besoin de missiles antibalistiques dès hier. Il a souligné que Trump avait promis d'essayer d'aider, mais a clairement indiqué que cela serait difficile en raison du besoin des États-Unis pour ces intercepteurs dans le contexte de la guerre avec l'Iran. Après sa visite à la Maison-Blanche, Zelensky a aussi affirmé avoir rencontré des représentants américains. Des représentants des entreprises américaines de défense, Lockheed Martin et Raytheon, qui fabriquent justement ces missiles intercepteurs. Mais il y a déjà eu des fuites d'informations que les entreprises elles-mêmes sont réticentes à transférer les technologies. Pour l'instant, elles essayent de se couvrir, d'obtenir certaines garanties de la part de Trump, et ainsi de suite. Mais le contexte de cette demande de Zelensky à Trump est très important. Par exemple, selon les forces aériennes ukrainiennes, lors de l'attaque massive dans la nuit du 6 juillet, les forces de défense antiaérienne n'ont malheureusement pas réussi à intercepter un seul missile balistique. Précisément en raison du manque de munitions pour les patriotes. Les forces de défense antiaérienne ukrainiennes ont apparemment dû regarder passivement les missiles russes frapper l'Ukraine. D'ailleurs, un autre sujet a été abordé ici. Il s'agit des relations entre l'Ukraine et Israël dans le contexte de la question iranienne, bien qu'il n'y ait pas d'informations directes sur le fait que. Ce qui a été précisément discuté lors de la rencontre avec Trump, il n'y a pas d'informations à ce sujet dans les sources ouvertes. Mais sur Internet, nous avons analysé cela hier, c'est disponible sur ma chaîne Telegram. Il circule déjà une vidéo où Volodymyr Zelensky et Benjamin Netanyahou discutaient de quelque chose avec beaucoup d'émotion lors des funérailles du sénateur Lindsey Graham. Je pense que d'autres informations suivront bientôt à ce sujet, sur la possibilité d'un rapprochement entre Israël et l'Ukraine sur cette question. En ce qui concerne l'évaluation générale de ce qui se passe à Washington, eh bien, par exemple, le journal Financial Times a qualifié la rencontre entre Trump et Zelensky, je cite, de tournant radical dans la position de Trump à l'égard de l'Ukraine. Selon le Financial Times, les conseillers les plus proches du président ukrainien ont déclaré au journal que Zelensky avait toujours considéré la communication personnelle avec Trump comme le moyen le plus efficace de le convaincre. Et cette rencontre n'a pas fait exception. Apparemment, Trump est actuellement aussi favorable que possible à l'Ukraine, car il a suivi le conseil de ses conseillers de ne pas encore parler avec les Russes malpropres, en particulier avec Vladimir Poutine. Il ne faut pas subir l'influence de ces Russes sauvages. Pour l'instant, ne leur parle pas. Essaie d'abord de comprendre ce qui se passe vraiment, et ensuite tu pourras téléphoner au dictateur chauve Poutine. Mais si on revient aux sanctions, il est évident que pour l'Ukraine, l'adoption du projet de loi sur les sanctions, ne serait-ce qu'en première lecture procédurale, c'est un résultat réel, même si c'est intermédiaire. Avant que la loi n'entre définitivement en vigueur, il reste encore le vote final au Sénat, l'examen à la Chambre des représentants et la signature du président. Autrement dit, le processus est loin d'être terminé. La promesse de Donald Trump d'accélérer l'octroi de licences pour la production de missiles Patriot demeure pour l'instant une intention politique, et non une livraison directe de missiles. De plus, les propres propos de Volodymyr Zelensky concernant des délais de 1 à 5 ans pour lancer une production de masse montrent que cela n'apporte pas de solution immédiate au problème du manque d'intercepteurs. Pour les États-Unis d'Amérique, l'adoption de sanctions contre les acheteurs de pétrole russe crée d'une part un levier supplémentaire de pression sur Moscou, mais en même temps, cela entraîne des coûts réputationnels et commerciaux dans les relations avec l'Inde et la Chine, car ce sont justement ces pays qui figurent parmi les cibles de ce projet de loi sur les sanctions. Pour la Russie, le simple fait que les sanctions aient reçu un soutien bipartisan au Sénat, avec 86 voix pour et 12 contre, est un signal du consensus persistant aux États-Unis contre tout allègement de la pression sur Moscou. Ce qui d'ailleurs va à l'encontre de la stratégie d'attente du Kremlin, à laquelle faisait référence plutôt le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il disait en gros attendons, ils ont clairement gagné du temps et maintenant cela commence déjà à jouer contre eux. Même le vote procédural est un signal que, à Washington, on commence à comprendre une chose. Nous avons tenté de faire pression sur l'Ukraine pour faire même quelques concessions à la Russie. Ça n'a pas marché, parce que la Russie est insolente, la Russie est une créature arrogante, elle va encore plus loin, et on lui a déjà promis une super affaire,
Elle refuse quand même. Alors quoi? Rappelons-nous la campagne électorale et le début de la présidence de Trump. Marco Rubio disait alors que les conseillers militaires parlaient de deux approches. Nous allons faire pression sur l'Ukraine et voir ce que fera la Russie. Si la Russie continue quand même, si elle refuse, nous mettrons la pression sur Moscou. Quant au scénario futur, je pense que nous avançons dans 3 directions possibles. La première, le projet de loi sur les sanctions passe les dernières étapes procédurales et entre en vigueur avec une pression réelle sur les acheteurs de pétrole russes. Selon certains sénateurs américains, cela pourrait vraiment pousser Poutine à négocier. Plus précisément, ce ne seront plus seulement les sanctions qui le pousseront à négocier, mais aussi ses propres partenaires. Deuxièmement, le processus s'éternise. Au stade de la Chambre des représentants, où en raison de l'utilisation par le président Trump du droit d'annuler les droits de douane à sa discrétion, et les faits se retrouvent fortement limités. Troisièmement, concernant Patriot, les livraisons réelles d'intercepteurs restent tributaires du besoin simultané des États-Unis de cette même arme pour la guerre contre l'Iran. Et le paquet hivernal promis peut malheureusement ne pas se matérialiser à la date annoncée, bien qu'une solution puisse être trouvée. Ces missiles intercepteurs sont également disponibles dans les entrepôts des Européens. Résultat. Le 29 juillet, le Sénat américain a soutenu, lors d'un vote procédural, le projet de loi sur des sanctions infernales contre la Russie et l'Iran, avec des droits de douane allant jusqu'à 100% contre les plus grands acheteurs de ressources énergétiques russes. Volodymyr Zelensky, qui se trouvait le même jour à Washington, a qualifié cela de première étape vers la paix. Il a aussi affirmé que Vladimir Poutine n'avait plus l'initiative dans la guerre. Mais la Russie prépare une nouvelle mobilisation et reçoit le soutien de l'Iran et de la Corée du Nord. Il s'est également adressé à Donald Trump pour demander un paquet d'urgence hivernale de 300 missiles intercepteurs Patriot et a reçu la promesse d'accélérer la délivrance des licences pour leur production, avec une réserve que le lancement réel de la production de masse prendra des années. Tout cela, le Financial Times l'a qualifié de tournant radical de Donald Trump en faveur de l'Ukraine. En même temps, aucun des mécanismes discutés, c'est-à-dire que aucun, ni les licences de production de Patriot, n'a pour l'instant conduit à un changement immédiat, disons-le ainsi, de la situation matérielle sur le front. Ce sont des décisions à effet différé, dont la mise en œuvre dépend des étapes procédurales ultérieures au Congrès et des délais de production des entreprises américaines de défense. Néanmoins, c'est déjà un progrès, et je pense qu'il est impossible de le contester. Je m'arrête ici, partagez vos avis et conclusions en commentaire sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.